Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va attendre que les gens se connectent, une ou deux personnes se connectent et puis on va pouvoir commencer. Bonsoir, Yahi, c'est le confinement, vous êtes où? Hmm. allô? Allô? Oui, Il y j'attends, a je suis en une... train de regarder que les gens se connectent. Ah, il y a des gens qui se connectent. Ben oui, il faut bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont poser des questions, donc il faut bien qu'ils se connectent et puis on va pouvoir commencer. Donc voilà. Bonsoir, Monsieur François Soumbou. Vous êtes mon invité ce soir. C'est une journée assez particulière pour la République du Congo. 28 novembre 1958, 28 novembre 2020, 62e anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Vous êtes notre invité ce soir, alors vous allez devoir nous donner un peu plus d'informations sur les événements qui ont précédé la proclamation de la République du Congo. Mais quel était le statut de la République du Congo avant cette date, avant le 28 novembre 1958? Bien, bonsoir Daria et merci de ton invitation. Euh, Tu me poses là une question, vous me posez là une question On peut se d'une haute tutoyer, hein? pertinence. Bon, Ça c'est passe très plus bien vite. alors. Très bien en Mm, tant que fils du enfant du Congo, quoi. mm, Voilà, tu me poses là une question d'une grande pertinence à mm, laquelle je ne me suis jamais attendu. mm. Euh, Parce qu'on a souvent l'impression que les gens s'occupent même pas de toutes ces choses-là, ils s'en fichent. Ils s'occupent tout à fait d'autres choses, surtout dans un pays où bon, l'histoire commence au jour le jour. À Mm. de t'entendre me poser une telle question me fait penser à ceci que tu as un sincère désir de savoir, et Bien c'est une sûr. bonne chose. Et de s'adresser à un Sambou François qui a entendu chanter le coq avant toi, c'est certainement une bonne chose. Parce que ceux-là qui ont entendu chanter le coq avant vous autres, ils sont en voie de partir. Mm. Et ils écrivent rien qui vous permette de suivre, de savoir ce qui s'est passé. Alors, de Et on faire dit, comme tu fais, c'est quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et comme on a la qui dit, culture de l'oralité, on n'a pas l'habitude voilà. d'écrire, ce soir, on Alors, s'adresse à vous pour que vous puissiez nous communiquer toutes les informations que vous n'avez pas mis dans les livres. peut-être pas toutes les informations parce que je ne les ai pas toutes. Ce soir, je vais vous consacrer 5 petites minutes pour répondre à la question précise du 28 novembre que tu as posé tout à l'heure. Et c'est avec un réel plaisir, j'allais dire, que je m'en vais te donner la réponse que m'inspirent les souvenirs de ces années où s'est préparé et s'est joué cette scène de République du Congo. D'entrée de jeu, il faut que tu saches que le Congo tel qu'il est aujourd'hui avec ses frontières actuelles Mm. n'existait pas. Il Effectivement. faisait partie d'un vaste ensemble au sein de ce que l'on appelle le bassin du Congo. Mm. Bon, nous aurons l'occasion d'y revenir à un autre moment, un autre jour, pour pouvoir dire ça dans les détails. Et pour C'est le aujourd'hui, bassin du Congo qui a conduit au Moyen Congo. ah oui, tout ça c'était un ensemble appelé le bassin du Congo, sur lequel viennent s'installer d'abord les Portugais, Mm. et puis quelques temps plus tard, une grande partie de ce bassin subit la pénétration française, Oui. avec le Savonien de Brazza sur sa partie nord, et presque dans le même temps, il y a un capitaine de vaisseau de corvette appelé Cordier
qui s'installent sur la partie côtière. L'un comme l'autre font signer un traité de souveraineté avec les grands chefs coutumiers qu'ils avaient trouvés sur le terrain. D'un côté, c'est quelqu'un qui gère le royaume dit Makoko, et de l'autre, sur la côte, c'est un roi Maluango, avec lesquels il signe le traité. Et de ce traité, à partir de ce traité, donc le royaume, disons le territoire tout entier, passe sous l'autorité française. C'était ça le but de la signature de ce traité. Et à ce moment-là, il devient territoire français du Moyen Congo. Il n'est plus royaume de Luango, royaume de ceci, royaume de cela. Il est territoire français du Moyen Congo. Puisque nous sommes territoire français du Moyen Congo, on nous met avec les autres territoires conquis par-ci, par-là. Je pense à l'Ubangi-Chari, aujourd'hui Centrafrique, République centrafricaine. Je pense au Tchad. Je pense au Gabon également. Je ne parle pas du Cameroun parce que là-bas, c'était une autre forme d'union avec la France. Voilà. Alors, ils font de ces territoires une fédération qu'ils appellent la Fédération de l'Afrique équatoriale française. Et plus haut, plus loin, la AEF. Et plus loin, c'était l'Afrique occidentale française, l'AOF. Enfin, restons en AEF. Donc, ils nous fédèrent et puisque nous sommes devenus français, la loi française ouvre l'accès de ces institutions aux parlementaires de nos territoires. En effet, du 28, je crois autant que mes souvenirs très anciens me reviennent, du 28 janvier au 8 février 1944, il se tient une conférence à Brazzaville. Celle-ci réunit les gouvernements. Pendant la guerre mondiale, hein, il faut qu'on le précise. Oui. La Seconde Guerre mondiale. C'est cela. Donc, cette réunion rassemble les gouverneurs de l'AEF et de l'AOF pour lancer les bases d'une future collaboration, entre guillemets, entre la France et les pays colonisés. Parce que du fait de la signature de ces traités, la France a réussi sa colonisation de ces pays-là. Surtout qu'elle a besoin à ce moment-là d'un soutien urgent de ces colonies dans la guerre. Mais pour les y encourager, elle propose en échange un meilleur statut à ces colonies. Il est décidé, par exemple, que le droit de vote est accordé à ceux qui venaient d'acquérir le statut d'élite africaine. Élite africaine qui était formée à l'école de la République, et de cette élite fait partie quelqu'un dont tu as dû entendre parler et dont je pourrais te parler à un autre moment, qui s'appelle Jean-Félix Chikaya, qui est à la faveur de toutes les donc à la faveur de toutes les mesures prises. Lui était instituteur. Hein. Comment? Il était instituteur à la base. Quel était son métier? Nous pourrons parler de sa vie prochaine plus tard. Hein? Oui, en effet, il était enseignant. Il était enseignant et puis voilà. Il passe dans ce cas des élites à la faveur de nouvelles mesures prises. Il se présente comme candidat pour représenter son moyen Congo, l'élection législative française et d'autres Africains avec, bien sûr. Hein, ce sont eux qui, pour appartenir à différents mouvements de l'intelligentsia, réclamèrent que l'on sorte de ce statut de territoire du moyen Congo pour entrer dans celui de république. Voilà, nous étions donc des territoires français du moyen Congo
l'élite du moment, de l'époque, d'ailleurs, dans cette élite-là, il n'y a pas que Chikaya, nous en parlerons plus tard. Il y a, je pense à Jacques Opango, par exemple. J'imagine que l'abbé Youlou, non, je ne pense pas que l'abbé Youlou ait été par là. L'abbé À Youlou ce apparaît. moment-là, l'abbé n'est pas encore entré dans l'arène. Il n'est pas encore rentré dans l'arène, c'est lui qui rentre dans l'arène après cette histoire de république qui vient de naître là. Alors le pouvoir français fit alors voter une loi ou un acte constitutionnel dans lequel il est proposé à ces territoires d'Afrique de former avec la France une communauté qui fut appelée communauté franco-africaine. Tout cela a été soumis à un référendum qui s'est déroulé à la faveur d'un oui massif, et le Congo va dans la cadence des autres pour accepter l'entrée dans ce qu'on appelait la communauté franco-africaine. Il s'établit alors un acte constitutif de cette République du Congo qui va naître, et c'est le 28 septembre 1958 que c'est cet acte qui crée la République du Congo, négocié par l'intelligentsia, est voté au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tout le monde. Il est voté, il acquiert la majorité requise, et 2 mois plus tard, le 28 novembre, fut célébrée donc cette fameuse proclamation de la République. En d'autres termes, nous quittons le statut de territoire pour devenir une république à la date du 28 novembre 1958, donc, que nous célébrons aujourd'hui. Voilà, Et pour répondre vite fait quel est le rôle, quel est le rôle parce que jusque-là, parce que quand la République est proclamée le 28 novembre 1958, c'est l'abbé Fulbert Youlou qui se retrouve Premier ministre. Mais on ne sait pas comment il en arrive là. Quelle est la lutte qui a été menée et quels sont les hommes qui ont conduit à ce changement? Vous avez parlé de Jean-Félix Tshikaya, Jacques Opango, et pour finir par tomber sur l'abbé Fulbert Youlou. Bon, mais c'est à ce moment-là, les gens voyant comme une éclaircie, là, ils vont là au-devant des problèmes politiques auxquels ils s'étaient peut-être pas encore confrontés. Les Jean-Félix Tshikaya, les Opango, comme Youlou, tout le monde s'est mis à créer des partis politiques, mais qui vont faire entendre leur voix. Et lorsque on va au vote de cet acte constitutionnel, tout ce monde-là prend parti au vote. Et on prend parti à quelque chose, pas simplement pour aller montrer ses beaux yeux, mais parce que on a des ambitions. On a des ambitions. Donc chacun a joué un rôle dans l'acquisition de ce statut de république. Chacun a joué un rôle au sein du groupement politique qui l'avait mis en place. Si les Tshikaya Jean-Félix ont négocié cela depuis la France, parce qu'ils étaient membres de l'Assemblée nationale française, tout comme les autres, tous ceux qui étaient avec lui. Avec les Félix Houphouët-Boigny pour l'Afrique de l'Ouest. Boigny, les Léomba, les Amani Diori, et ainsi de suite. S'ils ont été là-bas sur place, au moins c'est quand même des délégués de nos pays pour nous représenter là-bas en France.
Mais sur place, les gens ne sont pas restés les bras croisés. Ils savaient que le pays est en lutte pour son autonomie. On n'est pas encore à l'indépendance, son autonomie. Qu'on ne nous donne pas, on nous propose plutôt d'aller entrer dans une union. Donc chacun a joué le rôle qu'il a cru devoir jouer. C'est ainsi qu'il se retrouve là-dedans. Il y a même des gens que nous n'avons pas cités. Les Goura. On a pris que Sékou Touré, on a profité pour claquer la porte de l'union. Ah oui, Sékou Touré, lui, c'était quelqu'un de déterminé. C'était un militant de... D'abord, il était dans le machin parti communiste. Il était dans le syndicat tonitruant, là. C'est un grand syndicaliste. Lui, il en a profité pour exiger, pour demander à sortir automatiquement de cet engrenage-là où la France avait enfermé les Africains. Lui, il le savait, il le sentait. Tandis que l'autre, tout en percevant le danger, ils ont travaillé avec la France pour pouvoir nous retrouver d'ailleurs dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as parlé d'indépendance. Je dis, c'est pas le moment de parler d'indépendance qu'on n'a pas, surtout parce qu'on n'a pas cette indépendance. La proclamation de la République. Bon, nous sommes dans la proclamation de la République qui se proclame. Donc, ce jour-là, le 28 novembre. Et du coup, il faut que je réfléchisse. Le mécanisme qui a prévalu là, bon, voilà Youlou Fulbert, qui se fait nommer Premier ministre d'un gouvernement qui va être constitué, et puis tout le désordre qui est arrivé, il faut que nous nous retrouvions une autre fois pour mieux nous expliquer cet état de choses, parce qu'il s'agit aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'écrit, il n'y a rien d'écrit. On va passer tout, rien n'est écrit, de sorte que ceux qui arrivent après, quand ils veulent donner des informations à ceux qui demandent, ben, ils n'ont pas de matière. Et comme on craint d'aller dire n'importe quoi, il vaut mieux se garder d'aller trop vite en besogne et se donner d'autres rendez-vous pour que on approfondisse la question autrement. Voilà, je suis arrivé au 28 novembre de 1958. Ce jour-là, d'ailleurs, il y a eu des échauffourées à Pointe-Noire. C'est là qu'on a vu que cette histoire de politique-là peut entraîner des divisions entre les gens, des maisons brûlées, des gens ont été blessés. Nous autres, là, je me souviens, j'étais gosse en classe de, je crois, de 4e. Je vivais tout seul dans un quartier appelé Mvumvu. Bon, ça existe encore. Il a fallu fuir. Il a failli fuir, aller où j'ai pu, et puis voilà, quoi. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On a un Tsikaya qui est leader. Et son PPC, son parti à lui. Au nord, nous avons Jacques Opango. Et on proclame la République. On se retrouve avec Youlou, Premier ministre, et son ministre des Affaires étrangères, qui est Stéphane Tchétchelé. Et on se demande où est passé cet intellectuel qu'on appelle Jean-Félix Tsikaya. Après, quel est le conflit? Qu'est-ce qui crée le conflit entre l'abbé Fulbert Youlou et Jacques Opango et entre Stéphane Tchétchelé et Jean-Félix Tsikaya? Ce qui a créé pas mal de remous dans le Kwilu. Non, il faut d'abord reconnaître que nous sommes là face à des problèmes politiques. En politique, chacun a un schéma. Et quand il y va, c'est pour faire triompher ses idées. Il a certainement un programme d'action et tout, il faut le faire triompher. Donc, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont devenus idiots, ils se tapent dessus, tuent même. Hier, c'était même pas, c'était des conflits, mais
nécessaire. Il faut bien que chacun défende son positionnement ou sa position ou son programme. C'était la guerre des idées. C'était la guerre des idées. Ce n'est pas la guerre avec les fusils qu'on va acheter par-ci, par-là, tel que ça se passe au jour d'aujourd'hui. C'était la guerre des idées. Les idées les plus fortes triomphaient. Et parce que ces gens-là, c'était quand même des intellectuels. Et ils ont milité dans des grands mouvements. Dans des grands mouvements. Ils savaient de quoi ils ressortaient. Et ils n'y allaient pas avec, je crois, la position qu'ont les gens d'aujourd'hui qui y vont parce que on a besoin de s'en faire un peu les poches. Je m'excuse de dire ça comme ça sèchement, mais hier, ils y allaient parce qu'ils avaient un objectif à atteindre pour le pays. Pour le pays. Et quand ils se disputaient, ben c'était parce que chacun voulait défendre ses idées. Et il ne voulait pas que l'autre lui impose les siens. Chacun était convaincu que son programme, ses idées, son projet de société était meilleur que celui des autres. Alors, on débattait. Maintenant, je ne sais pas, tu as raison de me demander où passe ce Chikaya Félix, qui disons, que l'on devrait voir comme le héros de tout ce qui va arriver. Mais il disparaît totalement. On n'en parle plus du tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Merci vraiment, tu vois. Tu me lances des choses, on va réfléchir. Il faut que tu m'offres la possibilité de te retrouver pour que, me renseignant, me documentant, je revienne vers toi pour répondre à cette question très importante. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je pourrais te parler de la vie de Chikaya parce qu'au moins, je sais pas mal de choses. Mais c'est une vie que l'on raconte pas en une page. C'est des bouquins entiers. Alors, il faut pouvoir compiler tout ça et faire avancer. Comme ça, on se retrouvera prochainement pour parler de ce grand homme qu'a été Jean-Félix Sikaya. Oui. Et donc, la proclamation de la République du Congo a eu lieu le 28 novembre 1958. On passe du protectorat français à la République du Congo. Et comme vous l'avez dit, des échauffourées éclatent à Pointe-Noire. Pointe-Noire, capitale du Moyen-Congo. Oui, c'est Pointe-Noire qui était la capitale du Moyen-Congo. Et comment on se retrouve avec Brazzaville, capitale de la République du Congo? Là, au moins, je vais te donner une réponse sûre. Pointe-Noire est la capitale de la République du territoire du Moyen-Congo. C'est là-bas qu'a lieu l'Assemblée. Brazzaville est la capitale de la fédération de l'AEF. D'accord. Et lorsque Pointe-Noire, quand le pays devient indépendant, c'est bien après, la capitale de ce territoire qui était le Moyen-Congo devenu République du Congo, ne pouvait monter que là où a siégé la fédération. Donc Brazzaville devient la capitale de la République du Congo en tant qu'ancienne République fédérale. Je crois qu'il en était ainsi aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, dès l'instant que plutôt le pays est devenu tel qu'il était, alors la capitale qui a rassemblé toute la fédération récupère son rang pour gérer le territoire tout entier et Pointe-Noire perd ainsi son titre de capitale. Il devient la capitale économique du pays. Brazzaville devient la capitale politique. Et ils avaient très bien fait d'ailleurs, amener tout le désordre là-bas, parce que quand il y a des désordres là-bas, souvent Pointe-Noire était tranquille. C'est seulement maintenant que certains ont pensé qu'il faut déporter la pagaille jusque là-bas. Voilà. Et parlons toujours de la proclamation de la République du Congo. Nous parlions de Jacques Opango, nous parlions aussi de l'abbé Fulbert Yulou.
il y a eu pas mal d'opposition, pas mal de rivalité entre ces deux hommes. C'était quoi la cause? Juste la politique? Mais je répète que c'est la politique. En politique, bon, il n'y a pas d'amis. On a des adversaires devant lesquels il faut batailler pour arracher son morceau. S'ils ont eu des contradictions, s'il y a eu des conflits, ils n'avaient rien à voir entre les individus tels que ça se passe aujourd'hui. Profitons-en pour en parler. Ils pouvaient discuter dur en réunion. Cela ne signifiait pas que l'on va sortir pour aller ameuter le village et prendre les couteaux, les machettes ou alors les fusils pour aller taper sur les autres. C'était la guerre des idées, tout à fait normal. En politique, c'est comme ça. Les partis politiques. Voilà. Pourquoi, question qui me vient à l'esprit, pourquoi Stéphane Tchétchéné est-il considéré comme un traître? On dit qu'il aurait donné sa voix, il aurait soutenu, c'est grâce à lui que l'abbé Fulbert Youlou s'est retrouvé propulsé au premier rang, au détriment de Jean-Félix Tikaya. Oui, c'est vrai, il y a ça. Bon, mais c'est pas bon. Mais chacun, nous, on ne porte pas de jugement. Il y en a qui l'ont traité de traître, effectivement, parce que Stéphane Tchétchène était le secrétaire général du Parti progressiste congolais, PPC, de Jean-Félix Tshikaya. Le parti majoritaire de l'époque. Voilà, parti majoritaire de l'époque. Et lui, c'était le secrétaire général, le chargé de la propagande, qui rassemblait. Et c'est lui qui a donné toute sa grandeur, d'ailleurs, au parti par son courage, sa bravoure, son verbe et tout. Il a beaucoup rassemblé. Je crois qu'il est arrivé un moment, il était question d'élection de sénateur. Oui. Lui, il en était candidat. Jean-Félix Tshikaya, il y aurait proposé que l'on portât le choix sur Pierre Kungangot, qui lui aussi avait une part active dans le PPC. Et par lequel... C'est par lui que le PPC a fait une forte pénétration dans le Niari. Alors, Stéphane Tchétchène n'aurait pas accepté ce choix de Jean-Félix Tshikaya. Alors, il aurait démissionné de son poste de secrétaire général du PPC pour aller se joindre à Fulbert Youlou. Et naturellement, en tant que secrétaire général chargé de la propagande, c'est quelqu'un qui s'était fait connaître auprès des populations, qui du reste le portait énormément. Il a suffi que lui il quitte l'autre pour que beaucoup de personnes le suivent. Il en a été ainsi, par exemple, de pratiquement tout l'électorat ou toute la population d'un district appelé Tiambanzassi. Il en a été ainsi de tout l'électorat de la circonscription ou de circonscriptions administratives qui sont situées le long du chemin de fer, jusqu'à Mvouti tout au moins, alors que au Kouilou, au côté PPC, il ne restait plus que les populations des districts de Madingoka et un peu plus loin, qui ne sont pas aussi nombreux que les autres. Voilà. D'avoir quitté à l'origine du conflit, hein, souvent, bon, je suis une fille du Kouilou, souvent on a entendu Vili de Djosso, Vili de Tiambanzassi. Est-ce là qu'est parti ce conflit? C'est ça qui est à l'origine de ce conflit, parce que quand c'est comme ça, bon, les gens se taquinent, se lancent du n'importe quoi, des chansons naissent, on dit, allez, voilà, tout d'un coup, il y a eu scission,
il y a eu des villes de tel axe et puis de tel autre axe. On a même baptisé les sorties de Pointe-Noire des lignes. Vous aviez une ligne machin, ligne ceci, ligne cela. Il y a des lignes pour Tchétchélé, lignes pour Tchikaya, etc., etc. C'est ça qui a mené effectivement cet état d'esprit, ce conflit entre des gens qui se sont dit être de Diosso et d'autres qui se sont dit être de Inda. De Inda et Tchambanzassi, un groupe contre Diosso. Surtout que du côté Diosso, c'est des gens qui n'hésitent pas à traiter les autres de tout ce que l'on veut. Bon, c'est des sauvages, ceci, cela. Enfin, il y a eu plein de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes que eux-mêmes ils transcendaient, mais pour les populations, pour la population, c'était vraiment humiliant parfois. Ils sont mis parfois à se taper dessus, mais ça n'a jamais été aussi violent et méchant que ce qui se passe à Brazzaville, par exemple. Hein. C'est n'importe quoi. Et je signale aussi que ces partis-là, aujourd'hui, on parle des partis du Nord, des partis du Sud, etc., etc. À l'époque, cet esprit n'a jamais existé. Je pense seulement à l'exemple de Jacques Opango. Mais ça n'existait pas comment? Parce que déjà, avant la proclamation de la République, j'allais dire Jean-Jacques, Jacques Opango est considéré comme le leader du Nord. Il est considéré comme le leader du Nord. Et au Sud, c'est le PPC, Jean-Félix Tikaya. Et ensuite, quand tout se renverse, quand Jean-Félix Tikaya disparaît de l'arène, on se retrouve avec l'abbé Fulbert Yulou du Sud et Jacques Opango du Nord. Enfin, apparemment, ces choses-là ont toujours existé. Écoute, c'est aujourd'hui qu'on instrumentalise ces histoires-là. Hier, c'était pas ça. Effectivement, on disait que Jacques Opango est leader d'origine du Nord. Mais autour de Jacques Opango, il n'y avait pas que les gens du Nord. D'ailleurs, son parti, comment il s'appelait son parti Le MSA. Le MSA. Son parti, lui, il en était le président, mais son secrétaire général, c'était quand même le Tembe du Nord. Ah non, plutôt, c'était quelqu'un du Sud. Il était de Dolisie, son secrétaire général. Lui étant du Nord. Donc, ça, c'était des considérations qui, vu le jour maintenant, au jour d'aujourd'hui, où les gens font la politique autrement, à leur manière. La politique d'hier, c'était des idées. Il suffisait que Soumbu du Sud inculque à quelqu'un du Nord des idées convenables que l'autre accepte, ben on travaillait ensemble. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas des gens du Nord, des gens du Sud. Nous étions tous des Congolais et de temps en temps, il y avait des conflits provoqués par les problèmes politiques, c'est tout. C'était pas aussi méchant qu'aujourd'hui. La proclamation de la République du Congo, qu'est-ce qu'elle a apporté aux Congolais? Bon, qu'est-ce qu'elle peut avoir apporté aux Congolais? Ce nouveau statut, qu'est-ce qu'il a apporté véritablement? Mais apparemment rien, juste de voir que c'est des Congolais maintenant qui sont à la tête des affaires, hein, c'est tout. Il n'y avait rien. Encore qu'à l'époque. Il n'y avait pas encore de président, il y avait juste un premier ministre et le gouverneur qui chapeautait. Le pouvoir des Congolais était où alors? Ben, il était sous cap. Ils étaient, c'est pourquoi je dis que c'était c'est du cinéma, voilà. Hein? J'ai dit tout à l'heure que dans les années 44, là, par exemple, mais la France avait besoin de ses colonies pour venir la libérer.
était complètement, elle était prise, hein, c'était fini. Alors il faut traiter avec les colonies, travailler les gouverneurs. Un gars comme un monsieur comme Félix Eboué, le gouverneur de la F, mais il a soutenu De Gaulle, le camp de Gaulle. Ici aussi, il y avait deux camps, mais le camp de Gaulle était soutenu par toutes les colonies. C'est pour ça que la France en avait besoin. Et pour les amener à accepter ce que la France leur proposait, ben, ma foi, il a ouvert tout ce qu'il a pu ouvrir, ce qu'il peut avoir ouvert, pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas accéder à n'importe quoi. Bon, vous pouvez voter, vous pouvez avoir des représentants, mais c'est tout. Bon, d'avoir été proclamé république, qu'est-ce que ça a apporté? Moi, je vois rien. Rien. J'ai pas vu le changement que pour avoir apporté la République par rapport à ce que l'on était autrefois en tant que territoire. Je m'en vais seulement regarder, par exemple, du côté des écoles. Nous, quand on partait à l'école, à l'époque où nous, on arrive au collège, par exemple, il y avait 3 catégories d'élèves. Tous les élèves qui venaient de l'intérieur, des villages lointains, encore qu'on connaissait tout le monde, étaient bien recensés. Ils étaient internes pour la plupart. Ils dormaient, ils vivaient, enfin, ils vivaient toute leur vie scolaire au collège. Les autres qui n'étaient pas très loin, moi par exemple, étaient des moi j'étais, oui, une année j'étais demi-pensionnaire, ensuite je suis devenu boursier. Étaient des demi-pensionnaires. À Pointe-Noire ou à Delizy? Non, à Pointe-Noire. Moi, je parle de Pointe-Noire. À Pointe-Noire, où on avait construit le collège qui devait, tu vois, par exemple, lorsqu'on est devenu Moyen Congo, non, avant de devenir Moyen Congo, quelque temps avant, le lycée de Brazzaville, hein, et le cours complémentaire, c'était des établissements scolaires ouverts aux jeunes de toute l'Afrique équatoriale française. Alors, ils étaient tellement nombreux qu'on a décidé de construire le collège classique et moderne de Pointe-Noire en 1963. Et moi qui parle, je suis parmi les 5 premiers élèves noirs qui avons ouvert ce collège le lundi 5 octobre 1954, où nous avons accueilli les jeunes venus de tout le territoire. Tu te trouvais où ce collège? Qui ont quitté Brazzaville. Le collège? Oui, c'est quel collège? Mais là où il y a le Victor Gagneur, là? Ah, le lycée Victor Gagneur. Oui, il était collège classique et moderne de Pointe-Noire avant de devenir collège classique, avant de devenir collège Victor Gagneur en 1957 et en 58, en 59 plutôt, il devient lycée Victor Gagneur. Autrement, avant, il n'y avait pas de lycée. C'est ce même établissement-là qui a changé de statut au fil du temps. Donc, nous ne savions pas qui était qui, d'où venait qui, on était tranquille, il y avait de la brimade le jour de la rentrée, le reste, c'était pas notre problème de savoir qui était qui et d'où venait qui. Si tel était le cas, il y en a qui allaient même être tués dans certains établissements, dont Dolisie, par exemple, qu'on appelait Mbunda, où la brimade était terrible. On brimait les gens non pas parce qu'ils sont du nord, du sud, de l'ouest ou de l'ouest, mais parce que c'est comme ça. Il faut taper un peu sur les bijoux, comme on les appelait. Quant à Sibiti, là, c'était pire encore. Sibiti abritait l'école d'agriculture, on appelait Mbunda. Alors là, il y a des gens qu'on portait agonisant à l'hôpital. Non pas parce qu'on était contre quelqu'un parce qu'il vient de tel endroit, mais parce que c'était comme ça. Les jeunes se défoulaient comme ça. Enfin bref, moi, le fait d'être devenu république, je pense pas qu'il nous Ça ait... n'a pas changé. Ça n'a rien changé.
Bien au contraire, au fil du temps, nous avons perdu certains avantages que nous avions. Tranquille. Maintenant, on proclame la République du Congo. Les années antérieures, il y a quelques années, cette date passait pratiquement inaperçue, hein. Et même les Congolais, que ce soit dans les écoles ou dans les rues, dans les médias, on ne faisait vraiment pas cas de cette date. Pourquoi? Mais depuis quelques années, on voit quand même les gens commencent peu à peu à en parler. Cette date n'est-elle pas importante? Il n'y a que l'autorité politique qui peut répondre à ce genre de questions parce que pourquoi cette date serait-elle pas importante? Parce que tu as raison, de tout temps, on avait célébré que La la fête de date, l'indépendance. le 15 août, le fête d'indépendance, comme si c'était vraiment une indépendance de tout Ça, c'est temps. notre débat. On a célébré que l'indépendance, mais pas le 15 août. Mais quand même, je crois que c'est à l'issue de la conférence nationale qui a eu lieu là, qu'a été fait ce constat que parmi les symboles de la République, il en manquait un, le jour où ce pays a été déclaré ou proclamé République, sortant du statut de colonie pour devenir République. C'est, je crois, à l'issue de la conférence. Je me souviens qu'il n'y a vraiment pas longtemps qu'on célèbre ça. Il y a pas, je pense pas qu'on ait même atteint 10 ans depuis que cela se célèbre. Et il faut quand même féliciter ceux qui ont eu l'idée de porter ce problème sur la table peut-être du gouvernement ou du Parlement pour que on en parle parce que c'est ça qui fait l'histoire du pays. Un pays où l'histoire est écrite par les autres, mais jamais par nous-mêmes. C'est pourquoi j'appréciais tout à l'heure le fait que tu m'aies appelé comme ça, parce qu'il vous faut maintenant écrire l'histoire de votre pays. Hein? Nous sommes passés déjà. Vous qui venez après nous, tendez la main vers les vétérans du passé pour toucher ce passé-là, le comprendre et puis essayer de ramener ça au présent d'aujourd'hui et regarder comment vous pouvez changer ce qu'on peut changer pour mieux projeter l'avenir. C'est la démarche de ce soir. Et nous qui n'avons pas forcément connaissance du passé de la République du Congo, vous qui n'avez pas écrit, il n'y a pas de manuel pour que nous puissions nous approprier cette culture, cette histoire. On aimerait bien de temps en temps, vu que vous êtes là, profiter de votre savoir pendant que vous êtes en vie. De temps en temps, si vous acceptez de nous revenir, d'accepter nos invitations. Il n'y a que vous-même que ça peut fatiguer, surtout en ce qui me concerne. Vous savez, moi, j'ai monté ici, en France, un mouvement que j'ai baptisé du nom de la viliphonie. Effectivement. La viliphonie, là-dedans, il y a le mot vili, qui est une des langues parlées au Congo. Alors, dans le cadre de cette viliphonie, d'abord, pourquoi? Parce que il faut tout faire. Chaque peuple doit tout faire pour mettre en valeur la langue maternelle. Nous avons des langues nationales, mais nous devons avoir nos langues maternelles, les langues propres à chaque comme peuple. ça, nous parlerons de la viliphonie. Nous parlerons tout ce qu'on ne comprend pas de la culture. Voilà, très bien. Donc, si nous autres, nous avons fait ça, et chaque fois que je me retrouve avec les jeunes que vous êtes, je leur dis, je commence par, je me souviens d'une affaire, l'on disait que un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla. Là, ils avaient ajouté 100 témoins. Mais moi, je parle avec témoins. Les témoins, c'est vous-même. Pour que demain vous dites pas non, on n'a rien dit. Jusqu'à présent, en effet, on n'a rien écrit.
ceux qui ont écrit se sont contentés de lire ceux qui avaient écrit la fausse histoire Par du des autres, Congo. voilà. Voilà, ils ont lu le Sacripanti, ils ont lu tout ça, et ils ont fait que reproduire en changeant un peu des phrases, tout ça, puis on dit qu'on a écrit un bouquin. C'est pas nous qui avons écrit ça. Il faut mettre tout ça au feu pour que vous écriviez l'histoire de notre pays, mais la vraie histoire contée par ceux qui ont vécu les événements dont vous parlerez. Merci beaucoup. Moi, je répète qu'il n'y a que vous-même qui pouvez vous fatiguer de m'appeler personnellement. Moi, je suis disponible. Il faut que chez nous, en pays Luango, dans une langue qu'on appelle le Chivili, on dit quand un oiseau s'envole, il laisse une plume. Un homme qui disparaît laisse une parole. La plume et la parole, avec tout ceci, tu as tout compris. Merci beaucoup vraiment de m'avoir donné cette possibilité de me rappeler un peu ce qui s'est passé en 1958. Et puis, tu m'as posé des questions que je ne me suis jamais posées. Par exemple, de savoir comment Chikaya a disparu de la scène politique, que s'est-il passé. Je vais me documenter et ensemble, quand tu voudras, tu m'appelles. Nous parlerons de l'œuvre de Jean-Félix Tshekaya. Formidable. Prochainement, je note que nous parlerons de Jean-Félix Tshekaya. Ça, tu sais, je vais bien te rassasier parce que je l'ai connu, je l'ai vécu, je sais pas mal de choses de lui, de toute sa vie même. Et nous, on a vu tellement de monuments. On répertorie pas mal de monuments. Jean-Félix Tshekaya à Pointe-Noire et partout dans la République du Congo. Donc, ce sera avec plaisir quand on vous recevra pour parler de ce grand homme qui a marqué l'histoire du Congo. Merci beaucoup. Je suis Merci prêt, je m'apprête. Portez-vous bien et parlerons de tout ça, comme tu dis toi-même, ton titre, c'est Parlons avec amour. Voilà. Allez, bonne soirée et merci encore. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous les amis qui étaient connectés, qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous suivront, certainement. Et c'était un plaisir de se retrouver devant vous ce soir pour partager cette passion pour l'histoire du Congo avec il est Kringuli Moutou. C'est François Soumou qui était ce soir avec nous pour parler de la proclamation de la République du Congo. On en a parlé avec amour. Bonne soirée.